L'essor de la presse indépendante et alternative s'explique par la volonté des Français de trouver une information émancipée et non alignée, une actualité dissidente et non uniformisée, une parole non biaisée, non standardisée, en un mot, libre. En 2023, avec ses 3 émissions quotidiennes ou davantage, TVL a consolidé son statut de première chaîne alternative de France en abordant des sujets traités nulle part ailleurs, en accueillant des invités entendus nulle part ailleurs et en offrant des analyses interdites partout ailleurs. TVL vous libère des chaînes dans lesquelles ils veulent nous conditionner, vous emprisonner. En 2023, TVL a poursuivi son plan de rigueur par des économies drastiques. Ce travail, cet investissement, cette liberté éditoriale ne peuvent aboutir durablement sans votre soutien individuel. Je lance un appel à votre générosité. Faites ce geste pour que TV Liberté vous libère de vos chaînes. Président à vie du Club des Ronchons, c'est un journaliste, un écrivain, Alain Pocard, bonjour. Merci de m'avoir invité. Merci d'être présent sur TV Liberté pour présenter ce nouvel ouvrage, L'horreur d'été. En fait, un ouvrage réédité en 2024, mais qui a été écrit et publié en 1979. Et l'ouvrage n'est pas signé Alain Pocard, mais on le voit, Humphrey Pocard. Toujours cet esprit potache qui aura été quand même votre marque de fabrique. Oui, mais Humphrey, quand j'ai écrit ce livre, j'étais pas encore tout à fait sûr d'être un écrivain. Et j'ai dit, il faudrait quand même que je mette mon nom. Mais si je mets mon nom, bon, on sait jamais par la suite. Alors je me suis dit, tiens, ben, je vais m'appeler Alain Bogart, parce qu'on aime tous Humphrey Bogart. Puis je me suis dit, non, c'est pas assez rigolo. Humphrey Pocard, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus marrant. Alors dans quelles circonstances vous avez écrit ce roman? Eh ben, j'avais besoin d'argent. Un gars m'a dit, tu veux pas écrire un polar? C'est temps, voilà, je te fais le chèque pratiquement tout de suite. Bon. Je l'ai écrit en 4 nuits. Et puis, je me suis pas rendu compte que j'étais en train d'écrire quelque chose qui, 34 ans après, enfin, je sais pas exactement, mais un peu plus, oui. Je suis pas très bon en maths. Bah, finalement, tient le coup. Et j'ai découvert des choses sur mon propre texte. Et notamment qu'il y a même un côté comique au second degré, enfin, d'humour très, très noir. On va y revenir. Alors, on est à la fin des années 70. Le héros américain au cinéma, il est incarné à ce moment-là, j'ai regardé par Clint Eastwood, c'est l'évadé d'Alcatraz. Et vous, votre personnage principal s'appelle Charlie Hogan. C'est un ancien du Vietnam, mais il a tout, mais tout du anti-héros, à la fois sadique et inhumain. Et je me suis dit, c'est encore son esprit de provocation qui est sa marque de fabrique. C'est-à-dire qu'on était quand même dans les années 70 avec une explosion de la violence, et notamment la guerre du Vietnam. Et aussi, par exemple, on attendait avec impatience des films comme Massacre à la tronçonneuse, et même si c'est de Spielberg, grand cinéaste, mais qui n'est pas non plus quelqu'un qui donne forcément dans l'horreur absolue, mais Les Dents de la Mer, on voyait quand même beaucoup de gens se faire bouffer par un gros requin blanc. Donc on était quand même dans la violence, quoi. Et il y a dans ce polar des scènes d'une dureté inouïe, il faut quand même le préciser aux téléspectateurs, des scènes d'une sauvagerie complaisante. Et là, est-ce qu'il était nécessaire de faire de votre héros, vétéran du Vietnam, un salaud tout droit sorti? Alors là, j'avais l'impression de la bande des bourreaux de délivrance. Vous voyez le film de John Borman. Bah, écoutez, je trouve tout écrivain sait que les salauds sont toujours des héros beaucoup plus faciles à décrire, à raconter. Et au fond, souvent dans le Dr Jekyll et Mr Hyde, qu'est-ce qui vous passionne le plus? Le Dr Jekyll ou l'abominable Mr Hyde? Ben, c'est Mr Hyde, évidemment. Quelle est, au-delà de la volonté de faire exploser toutes les limites, le message que transmet le livre? Ben, j'ai pas fait tellement ça en y pensant, tiens, je vais faire exploser des limites, et tiens, je vais raconter, je vais aller jusqu'au bout. D'abord, j'avais beaucoup suivi les événements du Vietnam. J'en ai tiré 2 conclusions. La première, c'est qu'une guerre de libération nationale amène forcément des horreurs, parce que les guérilleros cherchent la provocation pour avoir des martyrs. Et en général, d'ailleurs, la riposte des troupes gouvernementales ou contre-révolutionnaires
et du même acabit. Et je trouve que quand même les Américains sont allés très très loin avec ce qu'on appelle l'agent orange, qui consistait à détruire le feuillage, c'est un défoliant, et malheureusement pour des pauvres gosses qui étaient pour rien dedans, ils sont nés de des manières sans bras, sans jambes, et il paraît d'ailleurs qu'il y a encore, que c'est pas encore tout à fait éradiqué, il y a toujours des endroits au Vietnam où ça n'a pas repoussé. Si je vous comprends bien, Alain Pocard, votre message c'est de se dire que ces vétérans du Vietnam, ils ont été laissés sans soutien psychologique et souvent humain ou pas suffisant, et qu'ils ont été à travers cette guerre dégueulasse, détruits et dévastés. Oh, il y a un film né un 4 juillet où on voit les hôpitaux dans lesquels on met les pauvres malheureux qui ont perdu des bras, des jambes et tout. Mais on les a vraiment maltraités. Hein. C'est vraiment affreux. Mais c'était pas mon thème. Hein. Mon thème, c'était voyons jusqu'où. Parce que alors. C'est assez, vous savez, sans arrêt, il y a des gens qui attaquent des gens dans la rue, tout ça. On dit oui, mais il est fou, c'est un détraqué et tout. Mais en fait, mon héros est fou, mais parfaitement construit. Il a une cohérence. Il sait les choses. Il a un discours pour l'expliquer. Et il est fou. Et d'ailleurs, il critique beaucoup ceux qui, après avoir commis des meurtres, sont mis dans un asile de fous en disant mais non, ils doivent payer, ils doivent passer à la chaise électrique ou une autre forme de mort. Et finalement, c'est ce qui va lui arriver parce que on le met en prison, on le met chez les fous. Et il dit mais c'est pas vrai, j'ai pas pu expliquer le sens de mon combat, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un retournement de situation là-dessus. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il annonce un Breivik, par exemple? Vous voyez? Non, j'ai inhumain, très ordonné. Parce que... Oui, ça sera un Breivik à l'envers, alors. Non, parce qu'il y a aussi l'idée que, quand même, quand on lit l'ouvrage, quand on ne vous connaît pas, on se dit, finalement, c'est un patriote, ce héros, il se présente comme tel, un patriote, c'est un dingue en puissance, omnubilé par tout ce qui est le racisme et la violence. Un antifa serait ravi de l'avoir lu. Écoutez, s'ils pouvaient l'acheter, au moins ils serviraient à quelque chose, ces gens-là. Non, c'est quand même, écoutez, il faut quand même dire une chose. Moi, je suis toujours étonné quand j'entends des gens qui me disent « Vous avez vu ce qui s'est passé? Il y a un fou qui est rentré dans une école aux États-Unis avec une arme automatique ou semi-automatique. Il a tué 5, 10, 15, 20 personnes. » Mais c'est l'Amérique consubstantielle. Je veux dire que quand la façon dont s'est construit l'Amérique, avec la Bible et le fusil, avec d'abord une partie de génocide quand même avec les Amérindiens. Hein. Alors heureusement, il y a des gens dès le début du cinéma. D'ailleurs, il y a eu des films pro-indiens, contrairement à ce qu'on peut croire. John Ford a toujours été, il était même membre d'honneur d'une tribu amérindienne. Et puis il y a eu le film de Kevin Costner, Danse avec les loups. Il y en a eu pas mal. Hein, Vraiment, mais enfin, ça a quand même commencé par ces gens-là n'avaient aucune. Les gens qui arrivaient, souvent de l'Europe, n'étaient pas forcément le meilleur de l'Europe. C'est-à-dire que ça, l'idée, c'est que la violence serait consubstantielle aux États-Unis, qui se sont fondés sur la violence. Je le pense très sincèrement. C'est le regard que vous portez sur les États-Unis aujourd'hui encore? Bah oui, bien sûr. D'abord en plus, alors maintenant ils ont trouvé un nouveau cheval de bataille qui est le wokisme. Mais que ce soit l'antiracisme ou le racisme qui porte la violence, c'est toujours la violence. Hein, bon. Mais cela dit, j'avais écrit ça aussi en m'amusant. Et en le relisant, j'ai trouvé que c'était un livre amusant. Mais alors, bon, vous allez dire, mais non, ça massacre, ça tue. Je ne dirais non. pas amusant. Parce que, si, il est amusant, parce que c'est la dinguerie du type vu de l'intérieur, quoi. Un peu comme ces journaux de fous, enfin, je veux pas me comparer au Orlan de Maupassant, au journal d'un fou de Gogol, mais je veux dire, la folie vue de l'intérieur, sans ressenti de l'intérieur, je la trouve quand même très intéressante d'un strict point de vue littéraire. Strict point de vue journalistique, vous comprenez aussi que je puisse me poser la question de savoir quel message vous souhaitiez délivrer, parce que je me suis aperçu que dès sa sortie, il y a des gens qui n'ont pas compris non plus, parce que vous avez été victime des foudres de la censure, vous avez récolté 3 interdictions. Les censeurs, ils avaient mal lu aussi, alors. De toute façon, les censeurs, par définition, ne savent pas lire.
Si, parce qu'ils ont souvent aussi censuré des livres fort intéressants. On a l'exemple de Flaubert ou de Baudelaire. Hein. Faut dire aussi, ils ont fait beaucoup de publicité à Flaubert et à Baudelaire, mais bon, peut-être que Flaubert et Baudelaire s'en seraient passés. Non, moi j'ai fait ça vraiment. J'ai fait ça en me disant, tiens, il y a un chèque au bout, j'ai besoin d'argent, je débute dans le métier. Et la façon dont ça a été accueilli par des gens qui aimaient le polar, par exemple, il y avait quelqu'un qui faisait la critique littéraire surtout le polar et le fantastique d'ailleurs dans Métal Hurlant, qui avait beaucoup aimé. En revanche, dans la revue Polar, où par la suite j'ai eu plein d'amis, hein, j'ai connu plein d'auteurs de polar, j'ai connu Michel Lebrun, ADG, Fred Cassac, Alain de Mouzon, ceux-là, alors il y avait un article qui n'était pas signé ou signé d'un pseudonyme qui a dit « Ouais, il exagère, tout ce qui est excessif est insignifiant ». Je déteste cette phrase. On la prête à Talleyrand, elle est peut-être pas de lui d'ailleurs. Pourquoi? Parce que Léon Bloy, qui est un de mes écrivains préférés, il est toujours excessif et jamais insignifiant. Donc j'aime pas cette phrase. Et qui disait, en plus, il a beaucoup lu Jim Thompson. Or, quand j'ai écrit ce livre, j'avais lu un seul roman de Jim Thompson, qui par ailleurs est un grand auteur de polar, avec David Goodis, avec William Irish. Goodis et William Irish étant plutôt des gens de ce qu'on appelle côte Est d'ailleurs, et enfants des Diarpo un peu. Hein. C'est pas pareil que la littérature américaine dite de la frontière, où il y a l'histoire de Dur, à la McPartland, à la Whittington et tout, et puis aussi finalement Steinbeck et Hemingway sont des gens de la frontière. Crudité des propos, crudité, violence, interdiction aux mineurs, à l'affichage et à la publicité. Ça démarrait bien, votre carrière littéraire? Oui, mais enfin, j'avais le chèque. Hein. À l'époque, on ne donnait pas de droit d'auteur pour ces bouquins. On nous appelait, les gens qui faisaient ça, j'en ai fait d'autres, de Humphrey Pocard, on nous appelait des piscopies. C'est très gentil aussi, notez bien. Ah, vous avez d'ailleurs utilisé beaucoup de pseudonymes. J'ai lu Arne Greenberg, Matt Sloan, John Hulme et même Mohamed Ali. Qu'est-ce qui faisait la spécificité? Et même Staline. J'ai écrit une prétendue vie secrète de Staline par lui-même, mais avec une préface qui rétablissait la vérité, évidemment. Il y avait de quoi écrire. Écoutez, on était très étonnés parce que l'autre jour, j'ai fait sur Radio Courtoisie, on peut le dire, une émission sur la littérature anticommuniste. Et on a fait évidemment toute l'apologie de Dostoïevski, des possédés, qui a vu arriver vraiment le communisme. Et après, on a révélé quand même une chose qui est vraie, qui a eu des témoins. L'écrivain préféré de Staline, c'était Dostoïevski, qui a d'ailleurs écrit peut-être pas un polar, mais un grand livre criminel avec Crime et Châtiment. Hein. Tout ce, vous savez, finalement, le crime, la littérature criminelle, elle est beaucoup plus présente qu'on ne croit. Un des meilleurs, un des très bons, enfin, il y en a beaucoup de très bons de Marcel Aimé, c'est Le Moulin de la Sourdine. C'est un notaire qui tue une jeune femme. Enfin, vous voyez, il y a toujours le crime est finalement le révélateur des sociétés et de la manière dont on le combat et dont on le punit. Est-ce que le crime, c'est la ligne directrice, la colonne vertébrale des ouvrages que vous avez signé au nom d'Humphrey Pocard? C'est l'horreur d'été. Il y a toujours des morts, mais celui-là est plus violent. L'ulcère à l'estomac. Endroit où j'ai jamais fichu les pieds, comme au Nouveau-Mexique où se passe celui-là. Alain Monet, Spic et Glisse. Oh, c'est encore un calembour, ça. Ouais. Et c'est pourquoi les avoir signés Humphrey Pocard, ceux-là? Quelle était leur marque de fabrique? Je vous l'ai dit, j'étais pas encore tout à fait sûr que c'était... quelqu'un m'a dit récemment, un pointu en littérature qui met très haut Jean Dutour, par exemple, il m'a dit « c'est ton meilleur roman ». Alors là, je pense en avoir écrit quand même qui sont pas mal et plutôt écrits et travaillés. Et là, je l'ai fait en 4 nuits et je vous dis, donc il n'y avait pas tellement de travail. Mais l'inconscient est un instrument de travail énorme. Et pourtant, c'est un livre très bon, très bon. Très bon. Depuis près de 40 ans, vous ne signez plus Humphrey Pocard. Vous signez de votre nom Alain Pocard. Qu'est-ce qui a été d'un seul coup parce qu'il n'y avait plus de chèque, parce que quelle était la raison d'un seul coup j'allais m'appeler Alain Pocard, enfin. Je vais vous dire la vérité, c'est quand les chèques ont été plus gros. Vous voyez, non, j'ai rencontré après un grand éditeur passionné, alors lui de littérature érotique, mais aussi
de liberté d'expression qu'était Jean-Jacques Pauvert. Et j'ai souvent vu dans des émissions de télé dire à des féministes « Mais vous êtes des censeurs, c'est vous les censeurs en premier, quoi, voilà. » Et on a eu un projet de livre, et puis voilà, et d'un seul coup, je suis rentré avec un grand éditeur, on a d'autres ambitions, et puis surtout, je vous l'ai dit, il y avait un chèque beaucoup plus gros quand même. Combien de livres au total, Alain Pocard? En comptant tous ces trucs-là, oh, ça doit tourner. Les recueils de BD dont j'ai fait les scénarios aussi, autour de 50. Mais vous savez, il y a des gens qui ont fait beaucoup plus, hein, y compris d'ailleurs parmi les écrivains actuels. Patrick Besson en a fait beaucoup, Volkov en a fait beaucoup. Dutour un peu moins que Volkov, mais pas mal quand même. Gris Paris en a fait pas mal. Non, ils ont fait plus que moi, mais ça se mesure pas non plus à la quantité. Hein. Faut vivre sa vie. C'est quoi l'idée? C'est d'en publier un par an, Amélie Nothomb? Chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Hein. Moi, j'ai toujours rêvé d'écrire un bouquin aussi gros que Guerre et Paix, mais j'en suis incapable. Alors, des fois, j'ai commencé un roman, puis au bout de la page 130, 140, j'ai plus grand-chose à dire. Ça va s'arrêter. De la page écrite. Ça m'amène à votre dernier livre, en date. Il s'intitule « Je suis parisien et je me soigne ». Vous étiez venu d'ailleurs ici l'annoncer en amoureux de Paris. Je suis très bien reçu ici, pourquoi refuserais-je? Vous citiez Patrick Besson, il a dit de vous que vous étiez le romancier de Paris. Vous savez ça? Cette phrase-là, c'est quand même aimable. Il y a longtemps qu'il le dit, je crois qu'il le disait. Souvent aimable, alors. Très aimable, c'est quand nous étions peut-être tous les deux engagés dans le combat pour défendre les Serbes contre les calomnies et l'agression à la fois des intellectuels et de l'OTAN, et de M. Chirac, évidemment. Ligne directrice anti-américain, finalement. Comment? Cette ligne directrice, elle est anti-américaine, c'est une ligne quand même là. En voilà une. Mais en même temps, et là je suis en accord avec Gris Paris, on disait... La littérature et le cinéma qui ont régénéré les mythes au XXe siècle, c'est le cinéma et la littérature américaine. Les westerns de John Ford ont remythifié l'histoire les centaures avec les cavaliers. Gris Paris disait une chose très juste, et je vais lui rendre hommage aussi. Il disait la femme fatale dans les polars, surtout les polars américains, mais la femme fatale sort de la Bible. C'est Dalila, c'est Jézabel, c'est Judith, et même Bézabé, encore Bézabé à moitié, bon. Voilà, rien n'est nouveau sous le soleil, et les Américains qui n'avaient pas d'histoire ont reconstruit une histoire, et ils nous ont donné des chefs-d'œuvre du polar, des chefs-d'œuvre de la littérature, des chefs-d'œuvre du cinéma. Ça, il faut le reconnaître. L'anti-américanisme, je sais où il doit s'arrêter. Hein. Je reviens à Paris, donc l'amoureux de Paris. Vous êtes heureux de voir briller Paris. Il y avait, dans quelques semaines, avec l'ouverture des Jeux Olympiques, on n'avait pas vu cela depuis 1924. Ni l'un ni l'autre. Hein, alors, personnellement, je suis anti-sportif parce que c'est très mauvais pour la santé. Bon, mais vous savez, ce qui m'embête le plus dans les critiques pour Madame Hidalgo, c'est qu'on ne fait pas les bonnes. Parce qu'on dit la ville est sale, par exemple. Mais un coup de balai, ça s'en va. Mais pas très loin de chez vous, il y a les 2 tours du haut de Nouvelles, au bout de l'avenue de France, là, à la porte d'Ivry ou de Choisy, je sais plus exactement. Elle est en train d'en foutre une, oui, il n'y a pas d'autre mot. Dans la porte de Versailles, la tour Triangle, c'est ça c'est destructeur de civilisation. La saleté, ça s'enlève. Hein. Les rats, on les tuera quand on aura un vrai maire. Mais là, les tours, qu'est-ce qu'elles vont devenir? On va pas les raser, ça coûterait trop cher à tout point de vue. Vous n'êtes pas sportif, mais vous êtes amoureux de Paris. Un amoureux de Paris, c'est un amoureux de la Seine, qui est consubstantielle à la capitale, on est d'accord sur le constat. Bien sûr. Alors vous êtes heureux de savoir qu'Anne Hidalgo va accompagner d'ailleurs le président de la République, Emmanuel Macron, pour une baignade dans la Seine. Ça sera le 23 juin prochain. Et dès 2025, la Seine va s'ouvrir à la baignade. Elle avait été interdite en 1900, mais autorisée ou tolérée jusqu'en 1960. Alors moi qui ai vécu dans les années 50, j'ai vu des gens se baigner au pont de l'Alma avec des slips de bain en laine à l'époque. Non mais... Ça vous ravit, cela. Vous le dites quand même, Anne Hidalgo dans la Seine, c'est quelque chose que... Vous croyez qu'elle va faire monter le niveau? C'est ça que vous voulez? Vous êtes méchant, non, là. C'est pas ça. Je ne permettrai pas. Non, mais bon, tous les... Moi, c'est pas ça. C'est que la conception de la ville... Tous les modernes ont eu une haine de la conception haussmannienne de la ville qui était la bonne, à mon avis.
Et surtout, alors comment, il y a une chose très grave, comment les villes se développent? En absorbant la banlieue et en la réorganisant. Or, à partir du moment où il y a deux ceintures métalliques autour de Paris, le périphérique et le tramway, Paris ne peut pas se développer, donc ils ont la solution, c'est la solution en hauteur, avec toutes les horreurs que ça permet et qui sont déjà là. Qu'est-ce qu'il faut pour que Paris redevienne Paris? Pas le Paris d'Hidalgo, pas le Paris d'Émilie in Paris d'ailleurs. C'est fichu. C'est fichu. J'ai une phrase d'Oscar Wilde que j'aime beaucoup, qui est « L'industrie est la source de toute laideur ». Et j'ai cru pendant des années, je la partage, hein, mais j'ai cru que c'était uniquement d'un point de vue esthétique. En fait, je crois que c'est d'un point de vue moral aussi. Avec l'industrie, puis avec le virtuel, on est rentré dans des sociétés qui seront perpétuellement et de plus en plus laides. Y compris la façon de s'habiller. Enfin, tous ces gens sont habillés de la même façon dans les transports en commun, avec des chaussures sportives, avec des Kawaii ou je donne une marque là, mais enfin bon, des machins affreux. Non, je crois que c'est fichu. Nous sommes alors, en même temps, je suis pas mécontent parce que c'est pas toutes les générations qui assistent à l'effondrement d'une civilisation. Vous écrirez là-dessus? Oh bah, j'ai une grande partie de mon œuvre dans les pamphlets, la crétinisation par la culture, le manuel de résistance à l'art contemporain, les criminels du béton, qui a déjà écrit là-dessus, mais on n'empêche pas une vague de déferler. Hein, est-ce que vous comprenez les gens qui disent Paris c'est devenu insupportable, on va quitter Paris, même s'ils ne le font pas, mais c'est dans leur état d'esprit. Oui, mais ils le font aussi. Hein. J'en connais. Vous les comprenez? Bah, je les comprends en même temps. Moi, si je quittais Paris, même au-delà du périphérique, peut-être pas Boulogne et Vincennes, qui ne sont pas des villes de banlieue, mais Vincennes surtout est une ville de province. Quand on pense que De Gaulle voulait mettre la présidence de la République et qu'il l'a pas fait, c'est merveilleux. L'autre jour, j'avais emmené des amis à Vincennes, on était devant ce château superbe, et qu'est-ce qu'on voyait au-dessus de la frondaison des arbres? Les deux tours du haut de Nouvelle. Ah là 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 là. Les criminels du béton. Merci beaucoup, Alain Humphrey Pocard. Ben, si on ne s'enfuit pas de Paris, on peut s'enfuir en lisant votre ouvrage. En lisant d'autres livres. Hein. Lisez, mais il y a plus que ça à faire. Lisez. Ou allez à la cinémathèque. Et encore, en ce moment, c'est Marguerite du Rasoir. Alors vous pensez... Ouais, on restera sur Pocard. Merci Alain Pocard. L'horreur d'été, c'est en vente sur le site de TV Liberté. Vous allez sur tvel.fr à la rubrique boutique. Attention, c'est un livre qui n'est pas à mettre entre toutes les mains. Voilà. On va dire ça comme ça. Les mains sales, comme disait Sartre. Merci de m'avoir invité. Merci à vous.